Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Grands Espaces avec aujourd'hui une thématique sur une destination fascinante qui est le nord-est Groenland. Alors en attendant qu'un petit peu tout le monde puisse se connecter, vous présenter un petit peu les intervenants. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Christian Kempf, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est le fondateur donc, de Grands Espaces et qui explore ces régions polaires depuis une cinquantaine d'années. Encore aujourd'hui en chef expédition sur nos bateaux, et puis aussi grand connaisseur du nord-est Groenland, avec notamment une carte touristique sur le Groenland, et puis très bientôt un guide sur l'Est groenlandais et le Groenland. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus après. Nathalie Ancel aussi ce soir est avec nous. Alors malheureusement sa caméra ne fonctionne pas, mais vous pourrez l'entendre. Qui est la directrice commerciale et qui accompagne aussi de nombreux voyages et qui revient tout juste d'un voyage au nord-est Groenland, justement, donc sur l'Explorer, et qui vient justement nous partager un petit peu ses souvenirs, quelques photos, voilà, pour essayer de vous donner un petit peu plus l'eau à la bouche, mais c'est une région qui nécessite pas grand-chose, si ce n'est vraiment ces images, parce que c'est un endroit tout à fait singulier. Donc bonsoir à tous, encore merci d'être là ce soir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Quelques petites instructions, informations. Vous retrouverez donc ce webinaire en replay à la fin. En fait, quand on terminera, vous recevrez un email avec la possibilité de le voir en replay. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je les ferai remonter au fur et à mesure du webinaire à Christian ou à Nathalie pour qu'on puisse y répondre. Et puis, voilà. Alors, juste quelques mots sur Grands Espaces, en tout cas, parce que certaines d'entre vous ne connaissent peut-être pas Grands Espaces. Donc, Grands Espaces existe depuis 25 ans. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, fondé par Christian Kempf. Donc, 25 ans d'histoire polaire. Et en fait, Grands Espaces a un esprit, une philosophie qui est un petit peu particulière dans cette idée d'exploration, de découverte, de tourisme polaire, avec vraiment la nature à cœur. C'est-à-dire que la philosophie, notre esprit de voyage, c'est avant tout la découverte de cette nature. Et c'est pour ça que les bateaux, pour nous, sont des outils, sont notre outil de navigation, parce que c'est le meilleur moyen d'explorer et de découvrir ces régions. Mais tout est fait pour justement pouvoir découvrir cette nature. Notre histoire, bien sûr, au travers de celle de Christian Kempf, cette expérience polaire qu'il a transmise, cette passion polaire qu'il a transmise à ses équipes et qu'on garde et qu'on fait perdurer aussi. Cette connaissance et cette expertise sur le terrain de ces régions que sont le Groenland, le Spitzberg notamment. Et puis aussi, notre esprit, c'est cette transmission, c'est l'importance de la transmission de la connaissance de nos guides, notamment sur le terrain. Quand vous partez sur les bateaux, pour essayer de vous faire revenir avec les plus beaux souvenirs et puis aussi une meilleure compréhension, une meilleure connaissance sur ces régions. Des petits bateaux, on exploite seulement des bateaux de 12 à 75 places qui nous permettent d'aller plus loin, d'avoir des meilleures explorations, de se rapprocher justement de cette faune, cette flexibilité qui est importante pour pouvoir justement profiter des opportunités que nous apporte la nature et pouvoir vraiment les observer et revenir avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la connaissance et puis des souvenirs. Et puis enfin, voilà, revenir de ces voyages avec un nouveau regard. On imagine souvent ces destinations, ces lieux lointains. Et quand on y pose le pied, quand on a les yeux rivés sur un iceberg, tout change. L'impact est extrêmement fort et c'est un petit peu aussi l'objectif de ces voyages. Alors, je vais laisser la parole à Christian Kempf maintenant pour nous présenter cette région grandiose, la région des superlatifs qui est le nord-est du Groenland. Christian, je te laisse parler. Oui, merci beaucoup Mathieu, merci. Et c'est pour moi toujours un plaisir de parler de cette région. Vous savez, je ne serai pas le seul à en parler, mais entre anciens chefs d'expédition, entre anciens chefs d'expédition scientifiques, on se retrouve régulièrement à parler du nord-est du Groenland et pour dire c'est véritablement la région qui est peut-être la plus extraordinaire. Autant, et on le sait, l'argument, je dirais, la motivation principale pour aller dans le Grand Nord est, 3 études au moins le montrent, l'ours blanc. Tout le monde veut voir des ours blancs. D'accord. Et pour ça, il est vrai, il faut aller pour le moment du mois au Spitzberg, au Svalbard, ce n'est pas loin, et c'est là qu'il y a une bonne population d'ours blancs. Même si la plus grande population d'ours blancs au monde se trouve dans le nord canadien, il reste que c'est au Spitzberg ou au Svalbard qu'on peut l'avoir la plus facilement. Les animaux, génial. Mais en termes de paysage, mais il suffira de voir, et on va maintenant faire défiler 4 cartes qui vont vous montrer en fait ce qu'est le Groenland. Au niveau de notre planète,
Et on va s'arrêter un petit peu sur cette carte de l'Arctique. Au niveau de notre planète, il y a deux grandes zones blanches, l'Arctique et l'Antarctique, 11% de la superficie du globe. Si on voit l'Arctique, c'est selon les limites, hein, c'est la limite géomorphologique, climatique, géographique, c'est environ 25 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que euh, vous avez un Arctique qui est absolument gigantesque et qui est un océan. Et autour, vous avez des terres. Et vous avez un grand point blanc. Regardez cette carte avec beaucoup de simplicité. Vous voyez une tache blanche. Et ce n'est pas une tache, c'est un diamant blanc. C'est un diamant actuel et vous allez le voir aux photos, mais c'est un diamant pour le futur, car ce sont les réserves d'eau fabuleuses qui sont ici, qui font partie de ce Groenland. L'Arctique, c'est 70% de ce qu'on appellerait en américain le Arctic Slope, c'est-à-dire la pente arctique, celle que l'on trouve en Sibérie, en Extrême-Orient russe, en Alaska, un petit peu dans le nord canadien. Et ensuite, ce sont quelques reliefs. Le Spitzberg culmine à 1717 mètres d'altitude, la Terre de Baffin à environ 2400 mètres, ce qui est déjà beaucoup, la Terre François-Joseph en Sibérie 700 mètres. Mais le Groenland, c'est là qu'on trouve les plus hautes montagnes du monde et c'est là qu'on a véritablement l'Arctique dans toute sa magnificence. Ce Groenland absolument extraordinaire, et on va le voir sur la photo suivante, sur le Groenland, est surtout, il a une grande région, mais principalement, il est habité au sud-ouest. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il y a moins de banquise, où, en raison des courants marins, on a plus de facilité d'installation. Les Vikings, autour de l'an 1000, avant l'an 1000 certes, mais se sont installés là. Ensuite, ce sont les Esquimaux qui sont installés avant les Vikings, évidemment. Ensuite, c'est l'homme blanc, les Danois, d'autres qui sont installés. C'est sur la vie du Groenland, la vie économique du Groenland se passe sur le sud-ouest, globalement de Karkotok au sud, et puis ensuite du Pertavik au nord. Et vous avez ensuite l'extrême nord du Groenland, des Kanaks, Thulé, l'ultima Thulé, cette ville des derniers rois Thulé de Jean Mallory. Vous avez enfin l'extrême nord du Groenland, et ensuite vous avez l'est. Et sur cet est, vous avez une énorme partie que l'on va voir sur la photo suivante, et qui est cette tache, je dirais orange, cette zone orange extraordinaire. C'est le plus grand parc national du monde. Regardez, il fait presque la moitié du Groenland, 972 000 km² sur une superficie d'un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ce parc national a été fait en 1900 réfléchi et réalisé en 1974 avec un triple but. Le premier but, la conservation de la faune, c'est un lieu où il y a des ours, des morses, des loups polaires, des bœufs musqués et d'autres animaux polaires. Il a été fait aussi comme conservation d'un biotope et d'écosystème polaire. Et enfin, il n'y a personne enfin, il n'y avait à l'époque personne dans ce parc national de manière quasiment permanente, si c'était une patrouille militaire. Il y a maintenant une trentaine, une quarantaine de personnes de manière permanente dans diverses bases, mais sauf qu'au nord-ouest et au sud-est, il y a deux implantations inuites et ce parc a été également fait pour pouvoir permettre aux Esquimaux polaires du Kanak et aux Inuits implantés à Itokotomi de continuer leur tradition de chasse, puisque les deux ont le droit de chasser dans le parc national et de continuer ainsi leur chasse traditionnelle. Alors ce parc national, de quoi est-il fait? D'abord, et on va le voir, de grandes montagnes. Ces montagnes, et on va le voir sur la photo suivante, sont les plus hautes de l'Arctique. On est ici au mont Gunborg, 3000, pratiquement 3700 mètres d'altitude. Longtemps, on pensait que c'était le mont Suisse, je dirais le mont Forel à 3400 mètres d'altitude, mais voilà sur quoi ressemble le haut de la côte nord-est du Groenland. Une immense calotte qui se jette en glacier absolument gigantesque et qui ferait son chemin au travers de ces montagnes pointues qu'on appelle des Nunatak. Voilà le paysage du nord-est du Groenland, paysage de haute montagne. Si on va vers le nord-est du Groenland, c'est avant tout pour voir de la montagne au niveau de la mer. Et pas n'importe quelle montagne. On va le voir sur la photo suivante. Ce sont des montagnes absolument gigantesques. Vous voyez, il y a en avant-plan un iceberg. Derrière, il y a une tache blanche à gauche, c'est un autre iceberg. Et l'autre tache blanche, c'est un bateau, mais qui est encore loin de la falaise. Cette falaise, c'est Atastupan. C'est la plus haute falaise côtière du monde. Plus haute que celle en Nouvelle-Zélande, plus haute que celle à Hawaï. C'est une falaise qui a 1850 mètres d'à pic. Le sommet est à 2100 mètres d'altitude. Il y a évidemment beaucoup de légendes
autour de cette falaise, y compris des légendes dites vikings, même s'il n'est pas évident que les vikings soient arrivés ici. Mais une chose est sûre, c'est que le paysage est totalement fabuleux et peut difficilement être pris par des images. Mais quand on va vers le nord-est du Groenland, autant nous allons au Svalbard de Spitsberg pour les animaux, on va dans d'autres régions pour découvrir l'Arctique qui est très varié. 25 millions de kilomètres carrés, c'est gigantesque, c'est quasiment 50 fois la France. Donc il y a véritablement de quoi voir. Mais quand on va au Groenland, c'est iceberg et paysages fabuleux. Voyez ici, par exemple, ces fjords. Les fjords aussi, tout est superlatif. C'est le plus grand fjord du monde, Scoresbysund. 330 km de longueur. En Europe, Geiranger a un peu plus de 200 km, 250 km. C'est le plus grand fjord du monde. Le fjord le plus profond du monde, à plus de 1508 mètres de profondeur. Des parois gigantesques, des icebergs qui sont des cathédrales de glace à la dérive et qui viennent de glaciers. Pourquoi ces icebergs sont-ils tellement importants par rapport aux icebergs qu'a François-Joseph ou nord-canadien? Tout simplement parce que la masse de glace est plus importante. Et on va s'en rendre compte bientôt, cette masse de glace défile entre des montagnes qui sont, moi j'appelle ça des montagnes peintes. Elles sont peintes en fait par la géologie, elles sont peintes par le temps. Évidemment, il y a parmi vous certainement des spécialistes qui disent, ah, bah, ça ce sont des marnes avec des léonores et des schistes de l'ère primaire. Oui, absolument. Mais nous avons ici la géologie a forgé ce que le Danois, qui de 1926 à 1958 avait autorité de police, était le chef des plus grandes expéditions danoises, Loge Kor, il a dit c'est le plus beau livre de géologie à ciel ouvert du monde, du moins du monde qu'il connaissait lui, qui était le monde polaire. Mais nous avons ici ces formes de relief d'une part et ces couleurs dans ces sédiments et qui sont ici très visible tout simplement parce que nous sommes en même temps dans un désert froid. Nous avons ici, en termes de climat, ce que certains journalistes ont appelé également, à côté de ces roches peintes, dites peintes, par les temps, je dirais, nous avons ici tout simplement également une sorte de riviera polaire, ce qui est paradoxal parce qu'effectivement, il fait beau, car la calotte que l'on voit ici, cette calotte qui est culmine à 3200 mètres d'altitude, elle prend toutes les précipitations qui viennent de l'ouest, comme en Europe, comme ailleurs dans le monde. Globalement, les flux sont d'ouest. Les flux humides viennent se décharger de leur neige et de leur pluie, le cas échéant, hélas, pas de temps en temps, il y a de la pluie sous la calotte du Groenland avec le réchauffement du climat. Mais la neige se transforme en glace et donne ainsi la deuxième plus grande calotte du monde après l'Antarctique et la plus grande calotte, 1,7 million de kilomètres carrés. Cette calotte, ensuite, elle va vers les fjords et crée ces champs d'icebergs tabulaires qui sont absolument fabuleux. Regardez tout simplement la taille que nous avons, cette petite taille qu'ont nos zodiacs, cette petite taille qu'ont les gens par rapport à la magnificence de ces paysages. Et nous avons en particulier dans le nord-est du Groenland des 3 fois, hélas, nous avons le plus grand champ d'icebergs tabulaires de tout l'Arctique parce que nous avons 12% de la glace du Groenland et on le voit ici, qui est prise par 3 glaciers qui ont des noms terribles. Njögartsalfjeld, glacier Zacharias et Ström sont des noms un peu difficiles à prononcer, mais qui s'unissent pour donner ces champs. C'est le chaos du réchauffement climatique. Nous voyons ici cette glace qui part, qui se perd à toute allure dans l'océan, mais évidemment, il ne faut pas s'imaginer que nous irons avec nos petits bateaux entre ces icebergs. Impossible, trop dangereux. Mais ces icebergs ensuite dérivent le long de la côte Est et c'est l'un des grands spectacles que l'on peut voir, tristement célèbre, mais c'est l'un des grands spectacles que l'on peut voir le long de cette côte Est qui également est prise par la plus grande barrière de banquise de toute la côte Est. Alors vous allez me dire, dans toute cette glace, mais qu'y a-t-il? Il y a de la vie. Il y a de la vie humaine, il y a de la vie animale, et on va le voir bientôt au travers d'autres photos, et notamment, alors évidemment, il y a des ours blancs. On voit régulièrement des ours blancs sur la côte Est. Pendant longtemps, on pensait qu'il y avait une population de 250 ours. On s'accorde à dire qu'il y a probablement 1 millier d'ours. Il y a des ours blancs dans ce pays d'iceberg, et il y a, surtout, comme vous l'avez vu sur la photo précédente, ovibos, moitié
caprin ou mouton, je dirais. Moitié bœuf, c'est le bœuf musqué. Nous avons eu la chance en France d'avoir un grand connaisseur de ces animaux et de cette civilisation vivos. Ça a été Robert Gessa, avec qui j'ai eu la chance de partager une expédition en ces lieux en 1984. Et c'est un survivant de la préhistoire. Les mêmes bœufs musqués, vous les trouvez dans les grottes, dans la réplique maintenant de la grotte de Lascaux. Ce sont ces animaux qui ont une population qui a beaucoup diminué dans le monde, et la plus grande population de bœufs musqués existe encore sur cette côte nord-est du Groenland, toujours dans ce paysage, avec en permanence ces cathédrales de glace qui dérivent derrière. Je vous l'ai dit, paysage, montagne, glace, mais également des animaux, les bœufs musqués, évidemment les ours blancs, donc on le verra sur la photo suivante, les ours blancs qui ont ici une population régulière. Il y a des populations qui sont stables, des populations qui, comme au Spitzberg, sont sur certains fjords, d'autres qui sont typiques de l'ours blanc, c'est-à-dire des grands visiteurs, des grands voyageurs, Nanook. Et dans ce pays à la fois de banquise et d'iceberg, l'ours blanc est totalement à l'aise. Il n'est pas rare, lors d'un voyage, de voir 2-3 ours blancs. On peut en voir une dizaine, cela dépend des voyages, cela dépend des saisons. Globalement, la côte Est, ce n'est pas un bout de quelque chose. Si je vous dis l'Est de la France, l'Est de l'Italie, l'Est de l'Angleterre, oui, c'est un bout d'un petit pays. Mais ici, la côte Nord-Est, c'est plus d'un tiers d'un Groenland absolument gigantesque. Vous imaginez ainsi qu'il y a diverses régions, et dans l'extrême nord-est, ben, ma foi, on a beaucoup d'ours. On a aussi ces restes. Alors, vu de loin, tout ça, c'est des cailloux. Voilà, des cailloux. Mais mettez le nez ou l'œil d'un paléontologue ici, et on vous dira ça, ce sont des civilisations paléo-esquimaux. Cet est du Groenland a été peuplé depuis 4500 ans par les peuples chasseurs du Grand Nord, par les Esquimaux, comme les appelaient les Indiens Cris du Nord canadien, du Moyen Canada, les mangeurs de viande crue, qui étaient ici, qui vivaient sur la base de bœufs musqués, de lièvres, de cueillettes, etc., et qui nous ont laissé de véritables trésors d'archéologie. Maintenant, les Esquimaux qui sont là aujourd'hui, ou les Inuits, devons dire, sont bien différents, mais il n'y en a pas dans le parc national. Nous sommes ici à Itokortomit. Ça veut dire l'endroit où il y a les grandes maisons. Pourquoi? Parce qu'en 1925, suite à diverses famines qu'il y a eu au sud de la côte est, dans la région d'Ammassalik-Tassilak, ce sont en plusieurs moments, mais une centaine d'Esquimaux qui ont été transplantés au sud de ce parc national, à l'entrée de ce fjord, Gelsfjord de Scoresby, qui est encore une fois le plus grand fjord du monde. Et ce sont maintenant environ 450 âmes, 456 pour être précis, qui sont ici, mais en lisière du parc national. Dans le parc national, on n'a qu'une quarantaine de personnes, dont les gardes du parc, qui sont des militaires danois qui font office de garde. Et voilà les grandes caractéristiques. Je les reprends. Une faune authentique, polaire, à laquelle il faudrait ajouter les fameux lièvres blancs, les baleines blanches, le faucon blanc, le loup polaire blanc. Tous ces animaux, on ne les voit pas en un voyage, c'est clair, mais ils sont là. Ensuite, évidemment, ces restes inuits, je n'en ai montré qu'un seul, mais il y a 4 grandes civilisations, de même qu'en Méditerranée ou de même qu'en Amérique du Sud, on a quelques grandes civilisations. Nous avons ici aussi des grandes civilisations. Et après ces civilisations inuites sont venues les grandes explorations. L'histoire des explorations les plus extraordinaires sont indiscutablement et partent de ces lieux. Et enfin, et surtout, quand on dit « je veux voir l'Arctique » avec un A majuscule, une seule réponse, le nord-est du Groenland, et le petit échantillonnage de photos que nous allons voir va le montrer. Je cite ici, c'est un champ d'iceberg dans la région de l'île Rouge, de Rødø, donc dans le Scoresby-Sund, et on va passer les photos et je vais tout simplement les commenter. Ici, nous sommes dans le nord-ouest fjord, un fjord où les sommets flirtent régulièrement avec 2400, 1500 mètres d'altitude. Les icebergs sont des icebergs qui sont de véritables plateaux, des morceaux de glaciers. Les glaciers viennent en mer sur des fronts gigantesques de 5 à 10 km et donnent ainsi des morceaux de pans, des pans de glace, et qui sont des icebergs qui eux-mêmes d'autres icebergs.
on va de nouveau voir ces paysages. Et vous voyez ici cette échelle du bateau, c'est l'Ocean Nova, qui est tout petit. Certains d'entre vous voient certainement le petit Zodiac. Et remarquez le ciel bleu. Vous savez, en tant que voyagiste, on a envie de montrer le ciel bleu. Mais ici, je vous l'ai dit, en été, nous sommes véritablement au moment du ciel bleu. Évidemment, le moment où on voit le mieux la banquise, on voit le mieux les animaux, c'est fin août, septembre, c'est le moment où il n'y a pas moins de ciel bleu, et cette région s'appelle rivière arctique, la rivière pardon, arctique, tout simplement parce qu'on a du beau temps qui est garanti par le fait que le mauvais temps, je dirais, les nuages s'accrochent sur les sommets du Groenland. C'est cela aussi qui fait ce désert froid et qui fait la caractéristique, ce côté un peu irrationnel de ce Groenland, de cette partie du Groenland. On a des déserts qui paraissent être des déserts chauds, mais en fait, il y a des icebergs qui se promènent. Pourquoi est-ce que cela paraît être des déserts chauds? Tout simplement parce qu'il n'y a pratiquement pas de végétation. Alors évidemment, les icebergs ont des formes et des tailles variables. Ici, un bel iceberg, plusieurs arches, toujours dans ces régions. Et puis cette navigation ici, c'est un voilier, mais vous pouvez vous imaginer en bateau, nous restons à distance respectable des icebergs qui peuvent bêler, qui peuvent se retourner, et ce sont des champs d'icebergs que l'on va voir. Le Groenland est le pays des icebergs sur l'ouest, et qui est l'Ilissat, qui est la capitale mondiale des icebergs, mais il y a environ 30 à 40 000 icebergs qui sont vêlés au Groenland, environ la moitié de la côte est, et l'autre moitié venant de la côte ouest. Toujours ces points de vue, avec ces toundras, nous n'avons évidemment pas de forêt ici, nous avons une végétation en revanche riche. Les amateurs de botanique seront absolument ravis, avec notamment la fleur qui est le symbole du Groenland, l'épilobe, et toujours, regardez à l'arrière-plan, les icebergs qui sont omniprésents dans cette région absolument fabuleuse. L'ours, derrière, nous avons, ici c'est une photo qui a été prise devant à la fois la banquise, vous avez un iceberg et derrière vous avez ces montagnes découpées. Les montagnes sont soit des montagnes très anciennes, paléozoïques de l'ère primaire, soit alors des montagnes qui sont parfois toutes récentes, parce que toute cette côte est du Groenland a eu une histoire géologique très dense et récente encore à l'ère dite tertiaire, autrefois on appelait ça l'ère tertiaire. Nous avons eu des continents qui sont écartés, d'autres qui sont rapprochés, notamment un sous-continent de Jan Mayen qui est venu se mettre sous le Groenland et qui a donné énormément d'épanchements de basalte, des basaltes extrêmement gélifs et donc des montagnes en dentelle, des montagnes qui ont parfois jusqu'à 3694 mètres d'altitude, puisque c'est l'altitude du mont Gunborn, mais qui forment des reliefs particulièrement abrupts et particulièrement spectaculaires, grudged, comme on dit en anglais, acérés, véritablement taillés dans la roche. C'est la caractéristique, c'est la patte du nord-est du Groenland, avec un ours bleu en plus. Et puis, avec cette coloration, quand on va vers l'est du Groenland, nous avons la côte en tant que telle, et vous avez ensuite des vallées glaciaires avec des glaciers absolument gigantesques qui existaient il y a 25 000 ans ou jusqu'à 20 000 ans, qui maintenant se retirent car cette calotte devient de plus en plus petite et à cause du réchauffement du climat, certes, mais aussi à cause du réchauffement global du climat depuis environ 25 000 ans, et elle dégage des vallées en U qui ici sont prises dans la brume, avec des sommets où il y a des morceaux de calotte qui restent encore. Vous avez la très grande calotte du Groenland, et à côté de ça, il y a environ 100 000 km² de glace qui sont autant de chapeaux blancs posés sur ces montagnes multicolores. Et puis pour terminer, évidemment, nos voyages se passent, comme tous les voyages sur le nord-est du Groenland, du moins en croisière expédition, se passent au cours du mois d'août et de septembre, je dirais même mi-août, mi-septembre. C'est la période qu'il faut viser. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il y a beaucoup de banquises et on ne peut pas y arriver facilement. Ensuite, c'est le moment où il ne fait pas encore trop mauvais temps. Jusqu'au 15 août, jusqu'au 15 octobre, pardon, ça va. Après le 15 octobre, il commence à faire mauvais temps. Donc, 15 août, 15 septembre, c'est le meilleur moment. Et puis, c'est le moment où les ciels
le ciel commence à se draper de ces extraordinaires aurores boréales. Alors, des aurores boréales sur les icebergs, si cela vous dit, venez nous rejoindre, tout simplement. Mais il y a parmi nous une personne qui revient de ce Groenland, et c'est Nathalie, je vais lui laisser la parole avec quelques images, avant, avec plaisir, de répondre aux questions que nous aurons. Voilà. Alors bonjour à tous. Alors, moi je reviens d'un voyage sur l'Explorer, donc notre petit yacht de 12 passagers, de guides, et on a fait un beau voyage puisqu'on est parti de Longyearbyen au Spitzberg, on a traversé l'océan Arctique, la mer du Groenland, pour arriver pas mal au nord, sur la côte est du Groenland, donc bien dans le parc. Et on a pu, pendant une bonne dizaine de jours, longer la côte et puis explorer tout un dédale de fjords. Et une des premières choses il y a eu plusieurs choses qui m'ont vraiment marquée pendant ce voyage. La première, c'est qu'à un moment, je me suis dit, grâce à Grands Espaces, il y a quelques années, j'ai découvert le Spitzberg. Et en revenant du Spitzberg, ma tête a mis, comme beaucoup d'entre vous, je crois, des semaines entières à revenir à la réalité. Et je me suis dit, en revenant du Spitzberg, jamais je vais pouvoir à nouveau avoir des émotions pareilles sur un voyage. Et jamais je vais pouvoir être aussi impressionnée et émue. Voilà, c'est fini maintenant, il y aura le Spitzberg et ça sera au-dessus de tout. Eh ben non, parce qu'il y a aussi le Groenland, et principalement le nord-est du Groenland. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile à expliquer comme tout voyage polaire, mais il y a une composante d'immensité sur ce territoire. Vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, les paysages du Spitzberg, c'est magnifique parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de la banquise, il y a des glaciers, il y a des beaux paysages de montagne, il y a une pléthore de faune. Mais quand on arrive sur la côte est, ou nord-est du Groenland, on se sent minuscule parce que tout est gigantesque. Christian parle souvent de superlatifs, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Notre petit bateau, l'Oceanova ou l'Explorer, quand il rentre dans un fjord, on passe des heures et des heures avec juste les yeux ouverts à regarder. Voilà, on est dans ces fjords ce sont des montagnes qui sont beaucoup plus grandes, plus hautes qu'au Spitzberg, donc on se sent tout petit, tout encaissé. Et on navigue. Nous, par exemple, pendant cette croisière, on a fait quelque chose qui était extraordinaire. On a pris avec nos deux guides, donc c'était Marie et Rémi, on a pris le matin à 10h les Zodiacs. On avait emmené des sandwichs. Et on est rentré dans un fjord, dans Zodiac, un fjord qu'on ne pouvait pas emprunter en bateau parce qu'il n'était pas encore cartographié. C'était un petit peu trop dangereux. Et pendant 7 heures, on a fait du slalom entre ces icebergs géants. On s'est arrêté, on a fait un petit pique-nique. Et pendant 7 heures, je crois qu'on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. On avait les yeux écarquillés. On avait des icebergs géants. On avait ces montagnes. Alors, je ne suis pas aussi calée que Christian. Donc, moi, ma description de ces montagnes, ça sera... c'était des sculptures, tout simplement. Il y avait des strates. Elles étaient froissées. Elles étaient pliées. Elles avaient toutes les couleurs. Elles étaient rouges. Elles étaient ocre. Elles étaient grises. Le paysage change à chaque seconde. Voilà, donc là-haut, les expériences, elles sont exponentielles. Vos sentiments, ils sont démultipliés. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusée, c'est que tous les matins, je regardais un petit peu, on était un groupe de 12, puis j'observais un petit peu tout le monde au petit déjeuner, puis j'entendais les questions. Alors, je sentais que les questions, c'était bon. Il y a 3 jours, on a vu la banquise. Il y a 2 jours, on a vu un ours. C'était fabuleux. Hier, on a vu un front de glace, comme celui-ci, par exemple, qui nous a époustouflés. On a vu un front de glace par beau temps. On a vu un front de glace sous brouillard. On a vu des montagnes exceptionnelles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Ou qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de plus ? Et moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'était de voir les réactions 2 heures après, quand on était sur les Zodiacs ou quand on faisait une petite rando. Et les commentaires, c'était systématiquement « Waouh !» On ne pensait pas que ça pouvait être plus beau qu'hier.
On ne pensait pas être encore surpris autant. On ne pensait pas être encore ému autant. Ou alors d'autres, c'était en fait, il n'y a rien. Et c'est vrai, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a quasiment pas de village. Mais c'est toujours merveilleux. Et moi, ce que j'ai retenu de ce voyage, c'est plusieurs choses. C'est une faune qui est un petit peu différente du Svalbard. C'est vraiment intéressant, comme on voit de manière un peu moins évidente, parce que Svalbard, c'est quand même flamboyant, des oiseaux partout. Là, on est tout le temps un petit peu à l'affût, et puis mine de rien, on voit pas mal de choses. On a vu des lièvres arctiques, les bœufs musqués, c'est vraiment intéressant, on n'en voit pas au Svalbard. Beaucoup de phoques. Donc une faune qui change, qui est intéressante. Les icebergs géants, ça c'est une composante qui est époustouflante au Groenland. Il y a tous ces blocs gigantesques de toutes les formes. Et je me rappelle les premiers jours de la croisière, on courait dès qu'on voyait un tout petit glaçon, tout petit flot, un tout petit iceberg qui ressemblait à ceux du Spitzberg. Et puis tout d'un coup, il devenait de plus en plus grand avec des formes de plus en plus extraordinaires. Donc là-haut, je pense qu'on a chacun pris, je sais pas, 500, 700 photos d'iceberg. Le dédale de fjord m'a beaucoup marqué, les formations géologiques, les couleurs qui étaient très fortes. Et il y a aussi une partie du voyage qui, moi, m'a particulièrement émue. C'était les Inuits et le rapport avec les habitants du Groenland. Alors, pendant toute la première partie du voyage, on n'a rencontré personne, mais on a beaucoup travaillé à bord, en conférence, sous forme de discussion aussi beaucoup sur le passé des Groenlandais, des Inuits, comment ils se sont adaptés à leur environnement, comment ils ont dû utiliser tout ce qu'ils avaient, toutes les ressources qu'ils avaient pour vivre sur ces terres difficiles, arides. Et on a fait le lien, et le dernier jour, on est arrivé à Ittoqqortoormiit, et là, c'était fabuleux, parce qu'on a pu faire les ponts entre la manière dont, enfin tout ce qu'on avait appris à bord et la manière dont aujourd'hui encore les Groenlandais sont amenés à composer avec la nature, les éléments, le vent, la neige, les livraisons de nourriture qui sont encore difficiles, aléatoires. Et c'était une richesse, et je pense que tout le monde, tous les 12, nous aussi, les guides, les accompagnateurs, on est repartis avec l'envie de foncer dans la première bibliothèque qu'on rencontre ou librairie pour acheter une pile de livres de Jørn Riel ou d'autres pour en apprendre plus sur ce pays qui est invraisemblable. Voilà. Je vais rendre la parole parce que sinon je pourrais parler tout le reste de la soirée, mais c'est vrai que le Groenland, le nord-est du Groenland, c'est émouvant, c'est magnifique. Allez-y, vous serez subjugués comme moi je le suis. Ouais. Merci beaucoup Nathalie pour ton partage d'expérience. C'est vrai que c'est une destination qui est vraiment à part et qui, avec ses grandes montagnes, ses grands icebergs, ses grands glaciers, c'est vraiment ce qu'on appelle la région vraiment des superlatifs et c'est vraiment qu'il y a une bonne raison parce que c'est vraiment un endroit somptueux. On a eu quelques questions pendant vos présentations. On va... que je le retrouve... j'avais une petite question sur le type d'activité qu'on pouvait avoir sur ces voyages, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait marcher, randonner un petit peu ou plus au zodiac, voilà, comment ça se passait un petit peu au quotidien? Oui, alors deux choses. D'abord, comme sur toutes les croisières expéditions, il y a évidemment à la fois des croisières en zodiac et des randonnées. Ça, c'est normal. Néanmoins, il y a au moins 3 spécificités. La première, c'est que le Groenland n'est pas le Spitzberg. Le Spitzberg, c'est 1,5 fois la taille de la Suisse. Le Groenland, c'est 4 fois la France. Et que donc, les distances sont longues. Donc, il y a plus de navigation en extérieur ou à l'intérieur des fjords. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, vous l'avez vu au travers des images, et vous ne l'avez pas vu avec les images, avec les ours. Autant au Spitzberg, l'ours blanc est vraiment un problème grave. Autant au Groenland, quand on en a à 10 mètres, c'est grave. Mais disons qu'ils sont chassés, ils sont plus peureux,
Et en même temps, il y a plus de toundra. Donc, nos randonnées, comprenez bien, sont plus grandes. Il nous arrive à faire des randonnées d'une demi-journée ou d'une journée, d'aller au sommet de montagnes, j'exagère. On ne fait pas d'alpinisme, on est d'accord. Mais les paysages sont très ouverts, d'autant plus que c'est dans ces milieux de toundra que l'on trouve, même à l'automne, les oiseaux, les lièvres arctiques, les traces d'animaux, évidemment les musquets. Donc, belle possibilité de randonnée. Et puis enfin, ce qu'on fait, et Nathalie vous l'a dit, les fonds sont mal cartographiés. Je prendrai simplement un exemple. Il y a pas mal d'années, quand même, il y a une quinzaine d'années, j'étais avec Mikaïev, un de nos bateaux, à l'époque, dans un fjord. On avait fait une randonnée le matin, une croisière zodiaque l'après-midi. Il faisait beau, et le soir, il faisait encore beau. On s'est dit, allez, pour ceux que ça intéresse, je vais vous emmener dans un endroit où j'étais jamais, même pas vu dans des expéditions, un fjord que je ne connais pas. Il y avait un fjord qui était marqué, pour être précis, sur la carte 3001 de l'Institut géographique danois, donc sur une carte marine. On va aller le voir. On y est allé avec 3 zodiacs, mais on n'a pas vu le fjord. Tout simplement, mauvaise cartographie de la part de l'Office cartographique de la marine danoise. Donc, il y a vraiment des lieux. Donc, d'un côté, en termes de navigation, évidemment, il faut être très prudent, mais d'un autre côté, il y a des longs raids en zodiac à faire, et nous le ferons. Donc, le temps s'étale plus long. Et c'est pour ça qu'une croisière au Groenland ne peut se faire qu'en 12 ou 15, voire 17 jours. Sincèrement, je n'aime pas dire qu'on fait le Spitzberg en 8 jours ou en 9 jours. Surtout pas. Chaque année est différente, chaque saison est différente, chaque croisière est différente. Mais néanmoins, en l'espace de 9 ou 10 jours, on a une idée de ce qu'est le Svalbard. Ces grands paysages, à la fois de toundra, de pics et glaciers, et sur l'Est. Hein. Mais le Groenland, c'est pas possible. Il faut y rester plus longtemps, et c'est pour ça que tous nos voyages sont plus longs, mais c'est pour ça aussi que les activités durent plus longtemps. C'est l'une des... Tout est plus grand, voilà, superlatif. Hein, les randonnées au superlatif et les raids au zodiac au superlatif, je dirais. Merci Christian. À quelle période aussi, c'est l'idéal pour partir découvrir ces régions, pour voir ces paysages que tu nous as montrés? Ouais. Alors, je le redis de manière extrêmement claire, 15 août, 15, fin septembre, je dirais fin septembre. Néanmoins, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je viens de me reprendre en disant 15 septembre et fin septembre. Nous avions prévu, et c'est dans le catalogue, 2 voyages dans le fjord de Skjoldsbysund fin septembre. Le gouvernement groenlandais, malheureusement les réglementations nous tombent dessus au fur et à mesure, a interdit la navigation dans un certain nombre de fjords et a demandé à ce que dans d'autres fjords, nous n'allions pas plus de 5 nœuds dans le fjord de Skjoldsbysund. C'est lié au fait que les Inuits chassent le narwal dans ces régions et qu'ils ne veulent pas être dérangés. Donc, il y a des endroits où, à partir du 15 septembre, et qui sont des endroits qui vont profondément dans les fjords, dans la terre, des fjords qui vont profondément dans la terre, où il n'est plus très intéressant d'aller. Donc, 15 août, 15 septembre. Et 3 raisons à cela. La première, l'accessibilité. C'est très variable en fonction des années. L'an dernier, nous avons eu la mauvaise surprise, je dirais, paradoxalement, permettez l'expression, de voir beaucoup de banquises. C'est pas bien, parce que le bassin polaire se vide. Cette année, la banquise était plus normale, donc nous avons pu aller très au nord du Groenland. Cela varie, mais globalement, pas avant le 15 août. Sinon, on est obligé de couper pendant près de 3 jours pour aller vers Skjoldsbysund, vers l'entrée du plus grand fjord du monde, et la navigation est. Donc d'abord, 15 août, 15 septembre, une question d'accessibilité. Ensuite, il faut le dire aussi, une question de moustiques. Le Spitzberg, il a des moustiques, mais il s'attaque pas. C'est pas le genre Aedes qui s'attaque à l'homme. Au Groenland, c'est pas bien. Moi, j'ai vécu des étés entiers. Je partais en expédition de fin mai jusqu'à fin septembre au Groenland. Je peux vous dire que jusqu'au 15 août, il y a plein de moustiques. Hein. Et il y en a de plus en plus, avec le réchauffement du climat d'ailleurs, de plus en plus longtemps aussi. Mais les moustiques sont simplement une plaie, il faut le dire. Donc, plus on est avant saison, mieux c'est. Et puis enfin,
c'est lié à l'accessibilité de la banquise. Quand les fjords sont bien dégagés, et une fois que la banquise a libéré les fjords, c'est là que vous avez le maximum d'icebergs qui partent au large. Et les plus grands champs d'icebergs se trouvent au nord du Groenland. Et c'est pour ça qu'on a aussi des voyages qui vont dans le parc national, dans le système de fjords. On a aussi 2 voyages qui s'appellent extrême nord-est du Groenland, parce que c'est là qu'on a les grands champs d'icebergs. Et donc, plus on est avant saison, plus on peut voir ces champs d'iceberg. Et puis enfin, j'ajouterai une autre raison, mais ça, ce sont des aurores boréales. Il va de soi qu'à partir de fin août, début septembre, des aurores boréales, si le ciel le permet, mais en général au Groenland, il le permet, des aurores boréales sont présentes. Donc encore une fois, 15 août, 15 septembre. Merci Christian. On a une petite question aussi qui est assez importante. En quelques mots, alors tu es un peu revenu dessus déjà, mais comment un peu différencier, enfin, quelles sont les principales différences en tout cas entre l'Est et l'Ouest du Groenland? Et pour ça, je dirais même, allez, je prendrai d'autres différences. D'abord, entre l'Est et l'Ouest, habitat, habité, pas habité. Montagneux, peu montagneux. L'Est du Groenland, au sud du Groenland, on a des sommets à 2500, 2800 mètres. Au centre-est, le Gunborg fait 3007. Plus on va vers le nord, moins les sommets sont élevés. Sur l'ouest, les plus hauts sommets, au sud, il y a des sommets qui ont véritablement 1008, hein, mais vers le nord, les sommets ne sont pas très élevés. Donc l'est du Groenland, c'est la haute montagne. L'ouest, des grosses collines. Ensuite, l'est du Groenland est habité par des Esquimaux qui ont été découverts en 1884-86 par Gustav Holm et son équipe à Massalik. Point à la limite, c'est tout. Le village de Kortomit a été fondé avec l'aide du commandant Charcot par Einar Mikkelsen et l'administration danoise pour éviter des famines à Tasiilaq, justement dans le village dont je parle. Mais il n'y a que 2 villages esquimaux, alors que sur l'ouest, c'est là qu'il y a le reste, permettez l'expression, c'est un mauvais mot, le reste, les autres, enfin, si je puis dire, les 54 000 autres habitants du Groenland. Il y a 56 000 habitants. Et donc, globalement, 53 500 sont sur la côte ouest et 2 500 sur la côte est. Donc, montagne, colline, habité, non habité. Ce qui ne veut pas dire que le Groenland Est n'a pas eu ses habitants. Il y a eu, je vous l'ai dit, 4 grandes civilisations qu'on appelle l'indépendance, 1, 2, ça n'a rien à voir avec l'indépendance, c'est l'indépendance des États-Unis. C'est l'explorateur Peary qui a découvert le 4 juillet, jour de la proclamation de l'indépendance des États-Unis, un fjord. Il l'a appelé le fjord de l'indépendance, et c'est autour de ce fjord qu'un grand archéologue danois, Egil Knut, a fait énormément de recherches et qu'il a donc baptisé ces civilisations indépendance. Indépendance 1, indépendance 2, Dorset 1, 2 et civilisation de Q. Et les traces de toutes ces civilisations, on les lit dans le paysage. Mais depuis 1823, il n'y a plus de traces d'Esquimaux, je dis Esquimaux experts, hein, pour ne pas parler d'Inuits, d'anciens Esquimaux, d'Esquimaux polaires dans cette région. Les seuls qui fréquentent cette région, ce sont les quelques 10 chasseurs professionnels et environ les 50 chasseurs amateurs de Hitokotomit qui ont le droit de pénétrer le parc national pour chasser le quota d'ours, de bœufs musqués, etc. Merci Christian pour ce retour. Je reviens juste sur une petite question. Est-ce que, enfin, sur nos programmes, sur le programme que Grands Espaces propose au Groenland, on a 2 programmes qui sont le nord-est, l'extrême nord-est du Groenland et le parc national du nord-est. Comment on peut différencier un petit peu ces 2 itinéraires? Oui. Tout l'est du Groenland, ce sont environ 1800 km de côte. Bon. Et là-dessus, il y a le sud, avec le plus grand fjord du monde, le Scoresbysund, qu'on ne visite pas beaucoup, tout simplement parce que les autres endroits sont encore plus fabuleux. Mais ensuite, vous avez une première région, une deuxième région, je veux dire, à côté du Scoresbysund, qui est la région des grands fjords. Il y a le deuxième plus grand fjord d'ailleurs,
qui est le fjord de l'empereur François-Joseph, environ 220 km de longueur, le fjord du roi Oscar, etc. C'est la région de fjords qui vont profondément à l'intérieur des terres. C'est la région qui, sur le plan des paysages, est la plus spectaculaire. Donc, on voit sur la carte cette énorme échancrure au centre-est, qui est le fjord du Scoresbysund, et juste au-dessus, vous avez ces grands fjords. C'est, je dirais, pour moi, le cœur le plus intéressant en termes de paysage, du parc national. C'est là qu'on a les plus grands abrupts du monde, qu'on a les falaises les plus impressionnantes, des parois, des abrupts partout, et des énormes icebergs et des glaciers gigantesques. Ensuite, quand on va vers le nord, on a une autre région, une troisième région, qui est la région des Grandes Terres. Pourquoi j'appelle ça cette région des Grandes Terres? Parce que ce sont des îles en fait, ou des avancées. La terre de Lambert, la terre de Holm, la terre de Rink, etc., qui ont des noms évidemment. Donc, et c'est la région où à la fois, autrefois, les Esquimaux et par la suite les explorateurs, d'abord danois, puis allemands, puis de nouveaux danois, et les trappeurs norvégiens se sont installés. Plus au nord, ils ne pouvaient pas aller. Il y a de la banquise tout le temps. Plus au sud, il y avait les Esquimaux d'Ammassalik qui remontaient. Ici, il y avait environ 1000 km de côte où à la fois les Esquimaux autrefois, mais ensuite les trappeurs ont pu, les baleiniers d'abord, puis les trappeurs ont pu inscrire, ont pu graver, forger leur histoire. C'est certainement sur cette côte qu'on a les restes les plus fabuleux pour tout l'Arctique de cette période des trappeurs qu'on connaît au Canada avec la baie d'Hudson et les coureurs des bois, qu'on connaît en Sibérie avec les Cosaques qui sont allés vers le Kamchatka, mais que dans le Grand Nord, on connaît un peu au Spitzberg, mais ici au Groenland, cet épisode des trappeurs qui a d'ailleurs extraordinairement mis en livre et en prose par Jörn Riel, et qui est maintenu maintenant par une association danoise qui s'appelle NANOC et qui ont fait certainement le plus bel héritage des trappeurs du Grand Nord. Et c'est dans cette zone. Et enfin, ces deux zones, nous les voyons lors du voyage parc national. Mais quand on parle d'extrême nord-est du Groenland, c'est qu'on veut vraiment aller vers une île qui s'appelle l'île de France. L'île de France a été baptisée île de France par le duc d'Orléans, qui n'était pas très aimé de la République et qui est allé voyager partout dans le monde. Voilà. Donc au Groenland, à bord de la Belgica, d'ailleurs, Catherine de Gerlache, et qui a découvert cette île qu'il a appelée île de France. Et c'est vers cette île de France et vers cette baie de Dove au nord qu'on a, c'est clair, le plus de chances de voir des phoques et donc des ours. C'est là que c'est un peu comme l'est du Svalbard. On a plus de chances à l'est qu'à l'ouest. Ça ne veut pas dire qu'à l'ouest, il n'y a pas d'ours. Il y a des ours aussi dans le Scoresbysund. Mais plus on va au nord, plus on a de chances de voir des ours. Et surtout, plus on voit ces icebergs tabulaires géants. Parfois, des champs d'icebergs tabulaires géants au point qu'il est dangereux d'aller entre les icebergs. Et on n'y va pas. Voilà. Donc, le parc national, le cœur, je dirais, le plus impressionnant en montagne, c'est le centre-est. Et c'est pour ça qu'on fait un voyage centré sur le parc national. Mais il est évident que pour voir plus d'ours ou pour voir plus d'icebergs tabulaires, il faut aussi aller vers le nord. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours en plus et qui nous permettent, lors de ces deux voyages, d'aller plus vers le nord. Merci beaucoup Christian pour cette réponse. On a une petite question, que je vais répondre au travers de Google Earth. Ça permettra de faciliter un petit peu. En fait, c'est la question est assez enfin, c'est sur où est situé le cercle, enfin, pas le cercle polaire d'ailleurs, le 80e parallèle et où est-ce qu'il passe au Groenland? Donc il passe vraiment sur cette partie nord ici, là où vous voyez Ah, ma oui, souris oui, rouge oui, oui, oui. par ici. Si vous voulez, oui, si on peut baisser un peu la carte, on verra aussi le Spitzberg. Le 80e, nous sommes, pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes, nous, aux alentours des 75-77 nord. Mais le 80e passe véritablement au nord. Sur cette carte, voyez le nord du Spitzberg. Le 80e passe à peu près au nord du Spitzberg, avec l'île de Moffen, qui est juste au nord du 80e parallèle. Ici, en bateau, sauf en brise-glace, on ne peut pas y aller. Le nord du Groenland est tout le temps pris dans la banquise. La banquise diminue
hélas, de manière tragique, 90 000 km² et en épaisseur aussi, tous les ans. Mais vous avez d'un côté un grand courant transpolaire qui va de la mer de Bering jusque entre le Spitzberg et le Groenland, et d'autre part, vous avez un courant circulaire qu'on appelle la gire de Beaufort et qui chasse la banquise entre le Spitzberg et le Groenland et qui font qu'on ne puisse pas y aller. Sauf encore une fois en brise-glace. Et cette région nous est inaccessible. Donc, de facto, les 80 degrés de latitude nord au Groenland nous sont inaccessibles. Merci Christian. Une question par rapport aux périodes. Entre les 2 dernières semaines d'août et les 2 premières semaines de septembre, est-ce qu'il y a une grande différence de température ou d'heure d'ensoleillement? Oui. Température, oui, parce que nous avons indiscutablement, à partir de début septembre, la première neige peut arriver. Oh, j'ai eu en expédition une fois une neige à 14 juillet, c'était l'exception. Mais sinon, c'est vraiment en septembre que la neige arrive. Cela rehausse les paysages, c'est très beau, c'est sûr. Mais nous avons les sommets qui peuvent être sucrés, je dirais, qui peuvent être saupoudrés de neige. C'est tout à fait supportable. Ça reste, oui, comme cette image le montre d'ailleurs. Hein. Mais c'est tout à fait supportable. Hein. Les températures, c'est du plus 5 à du plus 10. Alors évidemment, quand on est dans le zodiaque, il est fait rafraîchissant. Partez du principe que quand même il fait 0. Quoi, hein, voilà. Mais par rapport au mois d'août, entre le 25 août et le 15 septembre, il n'y a pas grande différence. Donc, différence néanmoins avec les précipitations, différence avec la banquise qui permet d'aller plus au nord, et ensuite avec la nuit, effectivement, parce que la nuit commence à apparaître vers le 25 et le 30 septembre. Donc, si vous voulez cocher, permettez l'expression, j'aime pas ça, mais il faut le dire, la case aurore boréale, venez plutôt en septembre qu'au mois d'août. Plus tard vous viendrez, plus vous aurez des chances de voir des aurores boréales. La nuit tombe très vite, hein, de l'ordre de 20 minutes par jour, ou par nuit, je dirais, par 24 heures. Et cela, enfin, ça dépend des latitudes, mais à partir du 1er septembre. Merci Christian. Est-ce que tu veux dire aussi un petit mot sur les équipes qui vont accompagner ces voyages sur l'Est Groenland? Oui, parfois, allez, je vais vous confier un petit secret. Parfois, au Spitzberg, on a toujours, je dirais, trop de guides, mais on laisse de la place à des débutants parce que, ma foi, on est obligé de former des guides. Quoi, voilà. Ici, c'est pas possible. Tous les anciens guides veulent venir et revenir. Mais ce qui fait que pour moi, c'est un bonheur total. Un bonheur total, et je pense à un voyage, par exemple, le 3 septembre, mais les autres aussi, où évidemment, il y aura des gens du bureau qui sont des spécialistes de Groenland, je pense à Mathilde Gardin, mais il y aura aussi, moi, je serai chef d'expédition, tout simplement, parce que j'adore ces endroits, sauf problème majeur de Covid ou n'importe quoi, je serai à bord. Et je serai entouré avec les anciens. Je pense à Alain Desbrosses, qui est depuis 1999. Il est d'ailleurs en ce moment au Canada avec nos voyages, guide nos voyages, et surtout d'un homme avec qui j'ai débuté ce voyage aussi, Pierre Tavernier, météorologue, mais surtout spécialiste. Il sera avec nous aussi à Ilulissat lors du réveillon que l'on fera cette année sur Ilulissat et sur l'ouest du Groenland. Mais il sera avec nous également sur l'est du Groenland. Et c'est un connaisseur fabuleux du monde inuit vivant, réel, l'actuel, celui de la côte ouest ou celui de la côte nord ou celui du Tokotomit, mais aussi du monde passé, de ces civilisations que les Français d'ailleurs ont beaucoup étudiées, les Français du Musée de l'Homme. J'ai parlé tout à l'heure de Robert Gessin, qui a écrit un livre, si vous le trouvez sur Amazon ou ailleurs, Ovibos, c'est un livre passionnant et qui montre comment ces Esquimaux autrefois vivaient. Un livre qui n'a rien à voir avec le livre qui est passionnant aussi, traduit en 36 langues, hein, de Jean Mallory, sur les dernières rois de Tulé. Mais c'est un autre monde. Ça, ce sont les Esquimaux polaires. Et là, c'est le peuplement de ces paléo-esquimaux, mais qui nous ont laissé beaucoup de traces et que nous verrons. Il y a des... C'est ce grand archéologue danois qui disait que le nord-est du Groenland
est à la civilisation inuite ce que la vallée du Nil est à l'Égypte. C'est un peu exagéré, c'est un peu exagéré. Mais quand même, il y a beaucoup de restes de paléo-esquimaux et qui nous permettent de recomposer cette civilisation fabuleuse. Alors, je ne vais pas commencer maintenant à parler de cette civilisation. Peut-être que lors d'un autre prochain webinaire, c'est une grande connaisseuse, Christiane Brieux ou Pierre Tavernier, qui parleront de cela. Mais c'est évident qu'il y a une part historique qui est importante et je voudrais ajouter dans cette part historique également à la fois les trappeurs, les baleiniers, les histoires d'exploration, puisqu'à un moment les Américains voulaient que le Groenland soit non seulement en l'achetant, comme ils l'ont proposé à 3 reprises, mais également en revendication territoriale du temps de Pirmi, donc nous sommes en 1908-1909 ou légèrement avant encore, et les Danois ont lutté, comme dit, pour bien montrer que tout ça appartenait à l'empire de Danois. Maintenant, vous le savez, le Groenland a son indépendance, a son autonomie interne depuis 1979 et coule et roule de plus en plus vers une indépendance de plus en plus importante. Merci beaucoup, Christian, pour ces retours. Je vois plus de questions pour le moment. Donc, ça me permet de vous rappeler. Donc, voilà, ces destinations, vous avez toutes ces destinations qui sont disponibles sur notre brochure. Vous pouvez y accéder directement sur notre site internet aussi, dans la destination Groenland. Vous pouvez retrouver ces voyages ou demander votre brochure en physique ou les consulter directement en ligne. Pour retrouver donc ces voyages au nord-est Groenland qu'on vous recommande fortement parce que, comme l'a dit Christian, tout le monde veut y retourner. Moi, j'y suis allé en 2018 et j'espère bien y retourner l'année prochaine peut-être. C'est vraiment une destination qui est à part entière. Comme l'a expliqué Nathalie tout à l'heure, c'est vrai que le Spitsberg, on en revient à changer. Enfin, c'est un endroit qui est magnifique avec beaucoup de faune et le nord-est Groenland a quelque chose de tout à fait particulier et c'est vraiment un endroit qui est fascinant. Ça me permet de vous rappeler aussi que très bientôt, on va recommencer les rencontres grands espaces. On recommence un mini tour de France pour vous venir à votre rencontre, discuter, échanger, vous présenter nos voyages. Donc, on aura notamment les 2 prochaines dates qui vont être fin septembre. Donc, une rencontre à Paris le 25 septembre au Cercle suédois de Paris et une rencontre à Bordeaux le 26 septembre avec une mini croisière en plus. Donc, c'est des rencontres qui se font avec une petite présentation, une conférence un peu générale, et puis en même temps, après, un apéritif avec un cocktail dînatoire. Donc, voilà, je vous ai mis les 2 liens d'inscription si vous souhaitez vous y inscrire. La semaine prochaine, on va avoir un nouveau webinaire, cette fois sur l'Ouest Groenland. Et puis voilà. Donc, si vous avez encore des questions sur cette région fabuleuse qu'est le nord-est Groenland, Christian ou Nathalie, si vous voulez ajouter un mot final peut-être sur cette destination. Pour ma part, je voudrais simplement vous dire que c'est l'endroit que je préfère dans le Grand Nord. Beaucoup de gens m'ont dit cet intérêt fabuleux. J'ai eu la chance de côtoyer Pauline Victor, qui était absolument subjuguée par ces lieux. Eigi Knut, ce grand archéologue danois, ne cessait d'y revenir. Et Loge Kor, qui a été second géologue de 1926 à 1958, il a mené ses expéditions et lui aussi a dit c'est un endroit qui vous envahit. Pour parler de quelqu'un de tout à fait différent, l'histoire a fait que j'ai connu Robert Gessin, un ancien compagnon de 1934 de Pauline Victor, et qui voulait absolument, moi j'étais jeune à l'époque en 1984, qui voulait absolument venir sur le nord-est du Groenland, et on lui a donné mon adresse pour parler un peu simplement. Il m'a dit, je voulais absolument revenir pour les 50 ans de mon expédition avec Victor d'une part, mais d'un autre côté, je voulais surtout revenir parce que c'est le pays que je préfère. Vous savez, quand vous grattez ces vieilles connaissances, ces vieux archéologues, ces vieux expéditionnaires, ils ne se sont pas trompés. Moi-même, je n'ai pas encore l'âge qu'ils avaient quand ils étaient sur le terrain, mais indiscutablement pour moi aussi, c'est l'endroit le plus fabuleux en termes de paysage que l'on puisse rencontrer dans l'Arctique. Merci beaucoup, Christian. Eh bien, si Ouais. Vas-y, Ouais, Nathalie, je t'en prie. non, Excuse-moi. j'avais juste un petit message pour Christian. Moi aussi, je veux bien retourner l'année prochaine. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lentement clôturer ce webinaire.
Je rappelle aussi que Christian a publié du coup la carte touristique du Nord-Est Groenland et puis très bientôt un guide sur cette destination qu'on vous présentera très bientôt au travers de nos newsletters. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire pour avoir toute notre actualité. Et puis je pense qu'on fera sans doute un webinaire aussi pour en parler et le présenter. Jeudi prochain, donc nouveau webinaire sur le Nord-Ouest Groenland, qui est aussi un endroit qui est tout à fait passionnant avec des paysages incroyables. Donc, ce sera encore un moment pour rêver, préparer peut-être votre prochain voyage. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour parler de ces destinations, pour parler de vos projets de voyage. Comme je dis toujours à nos équipes, on a cette force et cet avantage, et c'est aussi ça l'esprit Grands Espaces, de connaître ces destinations et de pouvoir vous en parler, de connaître ces bateaux et de pouvoir vous en parler. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à nous contacter voilà, pour qu'on puisse ensemble préparer votre prochain voyage dans cette contrée polaire lointaine qui est le nord-est du Groenland. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, du coup, à la semaine prochaine pour ceux qui nous rejoindront sur cet événement sur le Nord-Ouest Groenland. Très bonne soirée.